J'ai l'impression qu'on est les survivants de la journée. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents. On est très heureux de vous accueillir ici à l'IAE de Lyon. Donc, comme vous le savez, c'est une école de formation universitaire au management. C'est aussi un centre de recherche qui diffuse du savoir. Donc, on est là pour ça. L'objectif de cette conférence, c'est d'aborder l'intelligence artificielle. On en entend beaucoup parler. On entend beaucoup parler de la responsabilité sociale des entreprises, de développement durable, mais on n'entend pas parler des deux à la fois. Donc c'est un peu l'objet de la conférence avec donc nos deux intervenants, Yor Samar et puis Julien Cloirec, qui sont professeurs ici à l'IAE de Lyon. Je vais vous présenter aussi l'équipe la plus rapprochée. En tout cas, les personnes qui nous ont aidés à organiser cette activité, cette conférence. Donc, Florence et Mélanie, vous pouvez vous manifester. Puis, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour en savoir plus sur l'équipe, nos formations, on sera très heureux de vous accueillir pour un verre d'après-conférence après. Vous êtes 3 types de publics ce soir. Il y a des étudiants, ils avaient cours pour beaucoup aujourd'hui, donc ils sont restés au chaud avant de braver les intempéries. Il y a aussi beaucoup de professeurs qui sont présents ici, et puis des professionnels d'entreprise. Donc on vous souhaite la bienvenue, on vous souhaite une bonne conférence. Je termine pour vous présenter 2 autres professeurs qui sont présents ici de l'IAE Lyon. Anas, qui est ici présent, alors qui ne pourra pas vous voir à la fin de la conférence parce que je crois qu'il va partir plus tard. Et Hervé Goua, qui est au premier rang, qui est le directeur adjoint de l'IAE, donc qui sera en capacité de répondre à des questions sur l'IAE aussi, si vous êtes présent jusqu'à ce soir. Voilà, on vous souhaite une très bonne conférence et puis je laisse la parole à nos 2 intervenants. Merci beaucoup, Laurent. Alors, cette conférence se fera en 2 temps. Donc, en première partie, moi, je vais aborder les aspects de tout ce qui est l'utilisation des données pour de l'IA, une utilisation responsable, comment les modèles fonctionnent, etc. Puis, dans un second temps, on verra avec Yor Samar comment est-ce que l'IA, finalement, bouleverse notamment la façon dont on perçoit les entreprises qui l'utilisent, avec un angle un peu particulier, sous l'angle de la durabilité, pour avoir une vision plus globale de l'utilisation responsable de l'IA, pas seulement les données, mais aussi l'aspect environnemental. Alors moi, je vais commencer par me présenter très vite fait. Je m'appelle Julien Cloirec, je suis professeur des universités ici en marketing quantitatif. Dans une vie précédente, j'étais ingénieur informatique et je me suis reconverti en faisant un master recherche en marketing, une thèse en marketing. Et depuis le début de mon travail doctoral, je m'intéresse à l'utilisation des données par les marketeurs et comment est-ce que ces données-là sont utilisées pour produire des analyses, pour produire des recommandations. Et finalement, ce flux de données-là qui intéresse énormément la presse managériale, finalement, qu'est-ce qu'on fait avec les données pour personnaliser, qu'est-ce qu'on fait pour mettre toutes ces données clients dans un processus d'automatisation, c'est ce qui m'intéresse depuis des années et sur lequel je continue maintenant parce que l'IA vient rajouter une couche de calcul, etc. pour ce processus. Donc, je fais différents talks auprès d'associations de professionnels, donc par exemple la FCDP, je les éclaire sur l'utilisation des données personnelles. En fait, la FCDP, c'est l'association des professionnels des Data Protection Officers. C'est une fonction qui est née en 2018 avec le RGPD. Donc chaque organisation, Lyon 3 y compris, a un responsable dédié pour les données personnelles. J'ai présenté des travaux au sein de leur association, de leur assemblée générale. Vous avez évidemment la CNIL, donc le régulateur français, auquel j'ai déjà donné un séminaire. Et puis aussi une association qui à la fois contient des professionnels du marketing et des professeurs de marketing, l'American Marketing Association, où il y a beaucoup de CMO, où j'ai fait déjà 2 webinaires par le passé. Et donc, je vais essayer de vous donner sous un angle assez particulier une introduction à l'IA responsable à travers les données, avec une première question, finalement, c'est depuis quand est-ce que ça nous intéresse ? Alors moi, j'ai fait
mes études en ingénieur début des années 2010, moi je parlais déjà d'IA. Mais le grand public, il parlait depuis quand d'IA? En fait, c'est pas compliqué, il suffit de regarder les requêtes Google. Finalement, depuis quand est-ce que le grand public s'intéresse à l'IA? Évidemment, depuis 2022, fin 2022, avec l'émergence d'une solution phare qui a obtenu plus d'1 million d'utilisateurs en seulement 2 jours, c'est ChatGPT. Et quand on regarde même le contenu des requêtes qui concernent l'IA, vous avez DALL-E, AI Chatbot, Midjourney, ChatGPT. Donc DALL-E, Midjourney, c'est de l'IA générative pour de l'image. ChatGPT, c'est de l'IA générative pour du texte. Donc en fait, quand on parle d'IA, on ne parle pas d'IA en général, on ne parle pas d'arbre de décision et de machine learning, on parle surtout d'IA générative pour le grand public. Et donc, si on continue de creuser l'IA générative, en fait, vous avez 1 million de solutions pour 1 million de problèmes. Il y a différents acteurs qui vont se positionner sur différentes parties de la génération. Vous aurez de l'infra, vous aurez des solutions, vous aurez des modèles ouverts, des modèles fermés, etc., etc. Mais en vrai, on va surtout parler quand même de ChatGPT en entrée parce que c'est ce que le grand public entend quand on parle d'IA à l'heure actuelle. ChatGPT, en fait, je vais essayer de retracer très vite fait un historique et pour vous montrer qu'en fait, toute l'idée derrière ce chatbot incroyable, en fait, ça remonte depuis très très longtemps. Il faut remonter déjà aux années 40. Là, vous avez une photo de Warren Weaver, qui est un des grands théoriciens de l'information, avec Shannon. La théorie de l'information, c'est aussi coécrit par lui. Et qui, dans les années 40, quand il travaillait à l'ONU, il voulait imaginer un traducteur universel pour que tout le monde puisse parler une langue commune et que ça facilite les échanges. Donc Warren Weaver, qu'est-ce qu'il a théorisé fin des années 40? Il a théorisé la façon dont la machine actuellement comprend le texte humain. En fait, la machine ne comprend pas le texte avec le sens des mots, mais il comprend le texte avec le contexte dans lequel les mots apparaissent. Ce qu'on appelle une fenêtre contextuelle. Un mot, il apparaît au milieu d'un contexte. Et donc, cette fenêtre contextuelle-là, qui a été théorisée dans les années 40, on la retrouve dans tout ce qui est IA générative actuellement depuis. Donc on est passé par différentes étapes, évidemment. Conceptualiser la fenêtre conceptuelle, etc. Les réseaux de neurones à convolution début des années 90, notamment avec Yann Lequin, qui est maintenant le responsable de la recherche chez Meta. On y est passé par des étapes. Moi, par exemple, en tant que professeur de marketing, j'enseigne l'IA générative depuis maintenant presque 5 ans. Parce que, en fait, ChatGPT, qui émerge en 2022, c'est la version accessible, avec un chatbot. Mais on pouvait accéder à GPT-2 à l'époque, depuis 2019. Moi, depuis 2020, j'ai commencé à enseigner le marketing digital avec GPT-2. Alors à l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'interface jolie, il fallait passer par du Python. Mais quand même, comment est-ce qu'on pouvait générer déjà du texte, du contenu depuis... ça fait 5 ans déjà. Récemment, on a eu l'émergence des modèles d'IA générative d'images, etc., avec des modèles adversariaux. Donc ça commence à se complexifier, de plus en plus de concurrents se mettent sur le marché, de plus en plus de solutions sont proposées. Et l'idée, c'est de voir finalement comment évoluent tous les pans que la machine essaie d'attaquer sur ce qui semblait à l'époque purement humain. Donc on avait la compréhension de texte, voilà, et maintenant on arrive au raisonnement complexe. Et on voit qu'à chaque fois que on entraîne la machine à imiter l'humain, cette imitation-là arrive à un niveau de performance satisfaisant, au sens où, si vous voulez, si on arrive au-dessus du 0, c'est-à-dire que la machine fait mieux qu'un humain. Donc, au bout de seulement de maintenant quelques mois, une machine pour une tâche donnée peut faire beaucoup plus qu'un humain. Donc, on a une accélération de l'apprentissage de ces modèles-là pour différentes tâches, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs, de plus en plus d'investissements qui entrent en jeu. Et donc, quand on parle d'investissement, on voit un gros boom depuis le milieu des années 2010. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé au milieu des années 2010 ? Tous les ans, vous avez Netflix. Netflix, ça fait longtemps que ça existe, fin des années 2000. Tous les ans, Netflix mettait en place une compétition de data scientists. Tous les data scientists du monde pouvaient s'entraîner sur une base de données Netflix. Et l'enjeu, c'était de prédire au mieux, suivant les préférences de leurs utilisateurs. Et donc, pendant plusieurs années, c'était une augmentation assez incrémentale, plus 0,5% de prédiction, etc., etc. Et puis, au milieu des années 2010, vous avez une équipe de data scientists qui ont commencé à implémenter un modèle qui avait été théorisé au début des années 90, c'est les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, on n'en parlait pas spécialement avant. Ils ont remporté la compétition avec une augmentation de la performance
plus incrémentale. Et donc, à partir du milieu des années 2010, tout à coup, Yann Lequin, qui était déjà assez connu dans le milieu, qui était celui qui a théorisé les réseaux de neurones à convolution, il devient star, il est recruté chez Meta, etc., etc. Et donc, vous voyez que depuis le début des années 2010, l'investissement au niveau mondial en IA ne fait qu'augmenter. Évidemment, quand on parle d'investissement, c'est important, parce que derrière, développer des modèles, ce n'est pas gratuit. Si vous regardez GPT-4, c'est 80 millions de dollars pour appuyer sur le bouton d'entraînement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà récupérer toutes les données pour l'entraînement, il faut rédiger le code. Bon, il n'est pas beaucoup différent depuis GPT-2, le code. Mais en gros, c'est la quantité de données à mettre pour entraîner un modèle, puis ensuite avoir toute l'infra pour faire tourner ces modèles-là. Donc, nous, Yos, elle reviendra sur cette utilisation de l'infrastructure et la dépense énergétique. Mais il n'y a pas qu'une dépense énergétique, il y a une dépense aussi financière, ça coûte extrêmement cher. Si on regarde le modèle le plus puissant de Google, qui est le modèle Gemini, ça coûte quand même 200 millions de dollars d'appuyer sur le bouton d'entraînement. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait en France? Bon, en France, ici, vous avez un appel du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont? Plusieurs dizaines de millions d'euros en appel à projet, mais pour plusieurs modèles. Donc déjà, il faut diviser les plusieurs dizaines de millions d'euros par modèle. Je remets cette slide. 200 millions d'euros, Google. Et nous, on est un peu à la traîne pour le dire. Mais on a quand même des champions européens et même français comme Mistral, sauf que Mistral s'est fait un petit peu racheter par Microsoft, donc on en revient toujours au même. Finalement, je vous ai parlé très vite fait que l'entraînement, ça coûte cher, que même si les modèles sont de plus en plus performants, ils ont besoin de plus en plus de données. La question, c'est d'où viennent ces données-là? Comment est-ce qu'elles ont été utilisées? Comment est-ce qu'elles permettent d'entraîner des modèles? Pour quelles tâches, etc. En fait, qui entraîne les modèles? Nous-mêmes tous, on les entraîne depuis extrêmement longtemps. Donc là, ici, normalement, vous devez reconnaître un vieux truc qu'on voit sur Internet pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Alors, en fait, il n'y a pas besoin de reconnaître des caractères pour savoir si vous êtes un robot ou pas. Google, parce que c'est Google qui est derrière la technologie des CAPTCHA. En fait, il le sait dès le début si vous êtes un robot ou pas, en fonction du mouvement de la souris, etc. Mais en fait, quand vous répondez à ça, vous ne répondez pas si vous êtes un humain ou pas. Vous entraînez un algorithme de chez Google, gratuitement, bien sûr, sinon ce n'est pas du jeu. Et donc, en fait, il y a 15 ans, qu'est-ce qu'on entraînait avec ces trucs-là? À quoi ça sert de reconnaître du texte mal écrit, avec des brouillures, etc. En fait, on a entraîné tout ce qui est de la digitalisation chez Google, notamment Google Books, la numérisation. Une fois qu'ils étaient bons pour tout ce qu'on appelle l'OCR, c'est-à-dire la reconnaissance de caractères, qu'ils soient manuscrits ou non, finalement, les CAPTCHA, ils ont changé. Ils ont changé. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a des petites photos avec des numéros dessus, mais ce n'est pas des photos au hasard, c'est des photos de numéros de rue. Donc, à nouveau, Google, derrière, qu'est-ce qu'ils entraînaient? Ils entraînaient Google Maps. Si vous allez aux États-Unis, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais une avenue, ça fait des dizaines de kilomètres. Alors, le numéro 2503 sur l'avenue, sachant qu'aux US, en plus, les numéros ne se suivent pas, attention. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon endroit dans Google Maps? Il faut être capable de détecter ce genre de choses via Google Street View, notamment. Mais ça, déjà, c'est encore un peu vieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on entraîne? C'est quoi les nouveaux CAPTCHA? Les nouveaux CAPTCHA, c'est bizarre, c'est toujours un peu la même chose. Un paysage urbain, il y a toujours des bagnoles, et on nous demande, ils sont où les passages piétons, les bouches d'incendie, ils sont où les scooters, les vélos? Là, Google, c'est déjà que vous n'êtes pas un robot, mais vous allez devoir entraîner quelque chose. Parce qu'on parle beaucoup de Tesla pour les véhicules autonomes, mais en vrai, Google, il est sur le marché. Parce que ce n'est pas tout de développer des gros véhicules, il y a aussi dans les véhicules, il y a du software, et Google veut être sur le marché du software. En fait, même les véhicules autonomes, dont je reparlerai tout à l'heure, deviennent ce qu'on appelle des places de marché. Ça devient un lieu de consommation comme un autre, parce que si on vous libère de la tâche de conduire, mais que vous êtes toujours assis dans un véhicule, en fait, vous avez Amazon qui veut essayer de mettre son software dans les bagnoles pour qu'ils vous vendent des produits, etc. Donc, il y a de gros enjeux en termes de s'il y a du temps gagné, se dire qu'il y a des pesos à se faire. Si on revient à ChatGPT maintenant, comment est-ce que ChatGPT en particulier a été entraîné? Une partie de la réponse, c'est nous tous, collectivement, on l'aura entraîné à un moment donné, évidemment. Mais à l'origine. Alors, ChatGPT, c'est un mélange de deux modèles. Vous avez GPT-3, qui a été entraîné en mai 2020, qui est ce qu'on appelle un modèle de fondation. En gros, vous avez OpenAI qui a récupéré plein de textes sur Internet, Wikipédia, les forums, Reddit, voilà, tout ce qui est sur Internet, ils l'ont récupéré, même illégalement, attention. Donc tout ce qui est copyrighté, c'est récupéré de manière illégale.
Et même Sam Altman, le CEO d'OpenAI, a dit récemment, si on n'avait pas récupéré du contenu de manière illégale, on n'aurait jamais pu créer ChatGPT. Est-ce que la fin justifie les moyens? On verra, parce que Midjourney se fait attaquer pour justement attaque aux droits d'auteur. Et donc là, vous avez un modèle de fondation qui s'est entraîné sur les données du web. On trouve quand même des dingueries sur le web. On va trouver du climato-scepticisme, du racisme, du sexisme, etc. Donc on ne peut pas mettre un modèle comme ça qui va vous raconter plein de trucs qui vont vous mettre en prison au grand public. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un peu le calmer. Il faut l'entraîner, lui dire comment il faut répondre, etc. Et un peu le canaliser. Et donc là, vous avez un deuxième modèle qui arrive, InstructGPT, qui est un modèle conversationnel. Donc là, vous avez des humains. Vous voyez, vous avez une petite image avec des humains. C'est des humains qui vont dire à la machine, c'est bien, c'est pas bien, plus comme ci, plus comme ça. Et une fois que la machine est éduquée, on aura ChatGPT qui est mis sur le marché. Mais ça prend du temps. La question, c'est, mais c'est qui est entraîné à dire ChatGPT, c'est bien, c'est pas bien, etc. En fait, au Kenya, vous avez des micro-travailleurs payés à la tâche, et payés en nature, pas payés avec des dollars, non, payés avec des sacs de riz, qui sont entraînés à dire, qui toute la journée entraînent la machine, 8 heures par jour, à dire c'est bien, c'est pas bien, plus comme ci, plus comme ça. Et donc là, c'était ChatGPT, OpenAI, qui avait fait appel à la société Sama, basée à San Francisco, qui a des micro-travailleurs partout dans le monde, en Ouganda, au Kenya, en Inde. Donc voilà comment est entraînées les machines. C'est des humains payés à la tâche, parfois en nature, pour dire à la machine c'est bien, c'est pas bien. Donc même quand on parle de modération algorithmique, etc., Facebook, en fait, ils ont des bureaux et à Dublin et à Barcelone où vous avez des modérateurs. Et les modérateurs, c'est des humains qui voient des horreurs, 8 heures par jour, qui disent ça c'est un contenu légal, pas légal. Niveau santé mentale, durée de vie, quelques semaines, quand on voit des horreurs 8 heures par jour. Donc en fait, quand on parle d'IA, en fait, on parle surtout du travail humain. Donc là, vous avez un super bouquin d'Antonio Casilli qui s'appelle En attendant les robots. Donc pour les académiques, en fait, c'est son HDR qu'il a traduit de manière vulgarisée pour le grand public et qui montre qu'en fait, l'IA, c'est pas du tout de la machine. Et en fait, c'est vrai que c'est pas du tout de la machine, c'est à 5% de la machine. C'est surtout du travail humain qui est encapsulé. Et en fait, la machine, en fait, elle va computer une moyenne de ce travail humain-là. OpenAI, on l'a vu. ChatGPT, c'est très connu. C'est gratuit même. Et même la version payante, elle n'est pas si chère que ça. C'est 20 € par mois si on veut l'utiliser. Mais en fait, c'est pas rentable. Là, on voit que sur l'année 2024, il risque de perdre 5 milliards de dollars, d'avoir un déficit de 5 milliards de dollars, et un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars. Donc, les comptes ne sont pas bons. Mais pourquoi est-ce que OpenAI continue de mettre gratuitement à perte une solution en ligne? Ici, vous voyez les derniers modèles, les GPT-4o, qui sont accessibles gratuitement, et en version bêta. Vous avez la version 4o mini et 4o preview. Qu'est-ce qui est écrit? Utilisation du raisonnement avancé, ou bien raisonnement plus rapide. Donc en fait, OpenAI vient de mettre sur le marché des nouveaux modèles qui sont capables de raisonner par eux-mêmes comme un humain le ferait. En quoi ça consiste? Vous allez écrire vous-même un propre prompt, en langage naturel, vous écrivez un truc, et la machine elle-même va réfléchir, faire une sortie, et elle ne va pas vous donner sa sortie directement. Elle va faire un processus itération de « Ah ben voilà la sortie, qu'est-ce qu'un humain va penser de cette sortie-là ?» Et il va mettre à jour jusqu'à arriver une solution qu'il considère qu'un humain trouverait satisfaisante. Et donc là, vous avez un exemple. Par exemple, si je veux me rendre à Eurexpo à Lyon, comment je fais? Je demande à la machine. Et la machine, qu'est-ce qu'il y a écrit? Réflexion durant 7 minutes. Alors déjà, le succès d'OpenAI, c'est d'avoir réutilisé toutes les briques techniques de Google, parce qu'ils n'ont rien inventé jusqu'à présent vraiment, tous les briques de Google, les modèles Transformers, etc., en faire une solution commerciale sous forme de chatbot. Et comme c'est un chatbot, c'est merveilleux. Mais là, c'est pas fini. Niveau anthropomorphisation, vous avez une machine qui réfléchit, et pas en 2 secondes, elle réfléchit pendant 7 secondes. On y croit du coup. Et en fait, si on avance, il vous montre le raisonnement. D'abord, il faut trouver les directions. Ensuite, je vais regarder les différentes options, etc. Mais comment est-ce que OpenAI a réussi à développer un modèle qui fait du pseudo-raisonnement ici? En fait, c'est nous tous. Nous tous, quand on écrit un truc à la machine, qu'on n'est pas trop satisfait de la sortie, on va dire « Ah ben non, plus comme ci, plus comme ça ». Donc tout le travail d'entraînement de la machine, c'est nous tous qui le faisons gratuitement ou en payant 20 €. Mais bon, c'est à perte quand même pour OpenAI, le 20 €. Mais en fait, ça fait très longtemps qu'on entraîne les machines en écrivant nous-mêmes du texte.
L'autocompléteur de texte, tout ce que vous écrivez sur votre Android, sur un Gboard, ben, ça appartient à Google. Hein. Même sur vos messages, vos SMS, même s'il n'y avait pas accès à Google à l'époque, comme vous écriviez sur Gboard, Google avait accès à tout. Hein. Ça fait partie de la politique de vie privée. Je ne sais pas si vous l'avez lu, a priori, du coup, non, si vous le découvrez. Mais la prédiction de texte, l'entraînement sur copier notre manière d'écrire, ce qu'on appelle du fine-tuning, ça se fait depuis longtemps et on le fait bénévolement. Et maintenant, si vous avez Gmail, c'est formidable, vous avez directement l'IA générative intégrée à votre Gmail. Ah, rédige-moi un mail qui dit ça, réponds comme si à telle personne. Hop, il n'y a même plus besoin d'aller sur ChatGPT, tout est intégré. Ah, sur Gmail, tout ce que vous écrivez, de toute façon, appartient à Google, hein, c'est pas crypté. Hein. Donc ça fait depuis très longtemps qu'on entraîne que toutes les données qu'on génère servent à utiliser les machines. Et donc là, vous avez Shoshana Zuboff, qui est une professeure à Harvard Business School, professeure émérite à Harvard Business School, qui a théorisé tout ça dans ce qu'elle appelle le capitalisme de surveillance. Comment est-ce que nous tous, on entraîne les machines collectivement, sans le savoir et gratuitement, évidemment. Bon, lecture un peu plus conséquente que la précédente. Là, vous allez sur quelques centaines de pages. Il faut avoir un peu le temps. Les vacances de la Toussaint arrivent. Et donc, finalement, on passe d'une économie de « si c'est gratuit, c'est vous le produit ». On a toujours entendu ça début des années 2000, 2010. Non, on a un peu bifurqué, on est plutôt sur de l'actif que du passif. Si c'est gratuit, c'est vous qui produisez. Et toute l'économie actuellement de l'IA est basée là-dessus, hein, sur l'externalisation de la notation par du travail humain. Maintenant qu'on a vu qu'une machine, elle peut s'entraîner, etc., comment est-ce que les datas sont collectées de manière légale ou illégale? Je vais essayer de donner deux exemples sur la gestion des données par les grandes entreprises, et notamment Doctissimo en France. Là, on voyait, c'est sorti en 2019, que Facebook avait stocké des millions de mots de passe en clair. En clair, c'est-à-dire pas cryptés. N'importe qui chez Facebook pouvait se connecter et voir le mot de passe de n'importe qui dans le monde. Il ne valait mieux pas avoir d'ennemis employés chez Facebook. Hein. Sinon, ils allaient hacker facilement votre compte, etc. Donc là, c'est en 2019. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Facebook pour contrecarrer ça? Quand c'est sorti dans la presse, ça fait un petit scandale. Mais le lendemain, Facebook... ils ont mis ce qu'on appelle un post natif dans le fil d'actualité de tout le monde. Un post natif, c'est un post qui a l'air d'être un post comme celui que posteraient nos amis, mais en fait, il est posté par Facebook. Et donc, dans ce post-là, que nous racontait Facebook? Il nous racontait comment construire un mot de passe sécurisé. En fait, le problème, c'est que c'est Facebook qui n'avait pas sécurisé les mots de passe. Et là, on a une sorte d'inversion de la charge. Finalement, c'est la faute des utilisateurs si les mots de passe ont fuité. Comment c'est câblé, c'est bizarre quand même. Mais moi, je me suis demandé, dans un projet de recherche, est-ce que ce genre d'éducation à la vie privée, ici pas de manière réactive, de manière proactive, dans une sorte d'équilibre, comment est-ce que ça marche, l'éducation à la vie privée? Est-ce que c'est quelque chose que les entreprises devraient privilégier ou pas? Et donc moi, j'ai mené une enquête, et donc je montrais à mes répondants ce genre d'informations issues de Facebook sur comment est-ce que Facebook ne vend ou ne vend pas les données, etc. Donc, on informait les répondants sur le business model de Facebook. Je leur demandais aussi à mes répondants d'aller sur leur page perso de préférence publicitaire, parce que c'est là où ils voyaient quels annonceurs les traquent. Et là, les pages qu'ils likaient, etc., les pages qui les traquent. Et donc, il y avait des gens qui disent « Mais depuis le collège, il y a ce truc-là. » Ouais, potentiellement, depuis très longtemps, Facebook vous traque. Et donc l'idée, c'était de voir à quel moment, à quel point éduquer à la vie privée, ça permettait d'avoir un équilibre entre le pouvoir des utilisateurs et le pouvoir de la plateforme. Alors là, je vais vous montrer un gros schéma, très affreux, mais bon, en recherche, on fait des trucs très moches. Vous avez à gauche l'éducation à la vie privée. Qu'est-ce qui se passe si une entreprise va éduquer leurs utilisateurs à la vie privée? En fait, l'enjeu, c'est de réduire la falsification des données. En IA, c'est ce qu'on appelle le data poisoning, l'empoisonnement des données. Et on n'a pas envie, en tant qu'entreprise qui va potentiellement utiliser une IA ou entraîner une IA, d'avoir des informations fausses. Sinon, ensuite, le modèle va raconter des mauvaises choses. Donc, pour éviter ce qu'on appelle l'empoisonnement des données, la falsification des données, quel est le rôle de l'éducation à la vie privée? Et donc là, la psychologie nous amène sur le terrain de ce qu'on appelle la protection, la motivation à la protection, qui nous donne deux mécanismes psychologiques. Vous avez en haut celui qui passe par la vulnérabilité perçue, ce qu'on appelle un mécanisme d'évaluation des menaces. Et en bas, vous avez un mécanisme qui passe par la compétence perçue. Finalement, si on me montre comment
fonctionne la gestion de mes données, peut-être que je vais me sentir plus compétent pour la gérer aussi moi-même. Et donc, c'est un mécanisme d'évaluation des stratégies d'adaptation. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? L'éducation à la vie privée, c'est-à-dire une démarche proactive d'une entreprise, elle va réduire la vulnérabilité perçue. Et donc, in fine, ça va réduire la falsification des données. De l'autre côté, si on regarde le mécanisme du bas, si on éduque à la vie privée de manière proactive, on augmente le sentiment de compétence des utilisateurs qui, à terme, vont moins falsifier leurs données. Et donc là, on a une stratégie un peu gagnant-gagnant, c'est finalement, si on est proactif dans l'éducation à la vie privée, l'utilisateur va se sentir plus à l'aise avec la plateforme en question, mais aussi la plateforme va y gagner. Parce que si je reviens ici, le fait qu'on montre aux utilisateurs, c'est ces entreprises qui vous traquent, s'il y a une entreprise qui n'est pas d'intérêt pour nous, autant l'enlever. Et du coup, en fait, on améliore aussi l'algorithme. Donc c'est un peu donnant-donnant. C'est nous, on va être plus en mesure, on va être en capacité par rapport à nos données personnelles, mais aussi l'entreprise qui pouvait avoir peur de donner du pouvoir, mot horrible, à l'utilisateur, finalement, elle va être contente parce qu'on va affiner le modèle de prédiction. L'astuce de Meta pour boucler cette histoire-là, on est en 2024, ça a pris 5 ans pour que la CNIL fasse condamner Meta sur la gestion des mots de passe pas sécurisés. Donc, in fine, quoi qu'il arrive, la responsabilité incombe à l'entreprise. On a beau avoir essayé de jouer l'inversion de la charge, ça ne marche pas. Pareil, si on veut prendre Doctissimo en France. Moi, je me suis intéressé avec Doctissimo parce que c'est un peu une zone grise. C'est un peu des données de santé, mais en fait, c'est un forum, donc ce n'est pas des données de santé. Donc, on est vraiment sur une forme d'ambivalence. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu 500 000 personnes qui ont été touchées par une fuite de données chez Doctissimo. Et quand on est capable de relier un pseudo, des symptômes et une identité réelle, c'est pas ouf. Je trouve que 380 000 €, c'est pas beaucoup. Si on regarde comment ça a été décomposé, c'est en gros 280 000 parce qu'il y a eu problème de consentement. Et là, je vais revenir sur cette histoire de consentement. Et ensuite, une infraction liée aux cookies. Moi, je vais revenir du coup sur l'infraction au consentement liée aux cookies chez Doctissimo. J'ai mené une étude. Donc voilà, si vous arrivez sur Doctissimo, comment est-ce que Doctissimo récupère votre consentement? Vous avez à gauche une version très transparente de la manière dont les informations que vous allez donner à Doctissimo sont gérées. Alors, ça vous dit quand même qu'ils vont vous traquer sur les réseaux sociaux, qu'ils vont vous géolocaliser de manière très précise. Pour un forum où vous allez raconter vos symptômes, c'est quand même assez effrayant. Et à droite, vous avez une bannière fictive, peu transparente. Donc l'idée ici, c'est de mener ce qu'on appelle en entreprise un A/B test. Quelle est la meilleure solution à montrer aux utilisateurs? La version plus légale, très transparente à gauche, mais en tant que manager, on peut se dire, oula, on va faire peur aux utilisateurs, etc. On se dit, on va peut-être préférer celle à droite, et au pire, si ils veulent un peu de transparence, ils vont cliquer sur en savoir plus. Moi, l'idée de montrer, c'est que en fait, les consommateurs, ils ne sont pas débiles. Ici, dans le modèle, dans la façon dont j'ai modélisé ensuite à travers mon enquête, la transparence va accroître le fait que les utilisateurs préfèrent qu'on personnalise leur contenu que non. Et le fait qu'ils préfèrent qu'on leur personnalise une expérience fait que leur consentement va être plus éclairé et va être augmenté. Ça, c'est une modélisation hyper basique. Moi, j'ai essayé une modélisation par la suite liée avec du traitement du langage naturel qui montre un mécanisme un peu plus complexe. Je vous ai dit, c'est moche en recherche, on fait des schémas et tout. En gros, vous avez toujours le même mécanisme qui part de plus c'est transparent, plus on préfère la personnalisation. Et donc, plus le consentement sera éclairé et sera validé. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous avez des mécanismes qui vont être plus adversariaux, donc qui vont venir compenser ce truc extrêmement positif. Et vous voyez que plus ça va être transparent, plus on va trouver qu'il y aura une intrusion perçue. Si on revient ici, on vous dit qu'on va quand même vous traquer sur les réseaux sociaux et vous géolocaliser de manière très précise. Donc oui, ça semble intrusif. Mais en fait, l'étude, qu'est-ce qu'elle montre au final? C'est que même si c'est plus ambivalent que ça va être trop bien la transparence, quoi qu'il arrive, les bénéfices perçus sont supérieurs aux coûts perçus pour l'utilisateur. Donc il n'y a aucune raison légale de cacher la transparence, aucune raison managériale de cacher la transparence en termes de gestion des données. Maintenant, si on part sur l'IA, qui est responsable si l'IA déconne? Parce qu'on a vu qu'on a en entrée des données, si les données sont falsifiées, en entrée on aura des mauvaises sorties. Mais qu'est-ce qui se passe si l'IA déconne? Qui est responsable? Donc là, vous avez Air Canada qui a perdu un procès. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez le chatbot d'Air Canada
qui peut faire des recommandations, des réductions, des remboursements, etc., ou des accords. Et vous avez un utilisateur qui s'est connecté sur le chatbot d'Air Canada et qui a dit ah bah, là, j'ai ma mère qui est décédée. Normalement, suivant la politique, je devrais payer moins cher, etc. Air Canada, son chatbot a fait oui, c'est bon. Ce qu'il y a, c'est qu'ensuite, Air Canada, les managers ont regardé, ils ont dit ah non, c'est contraire à nos CGU, ça, ou à nos conditions générales de vente, pardon. Donc, ils ont annulé a posteriori la réduction accordée à leurs clients. Le client, évidemment, il a dit non, donc il a été au tribunal. Le tribunal a décidé que Air Canada est responsable de toutes les décisions de son chatbot. Donc même si le chatbot déconne, il n'y a pas le droit de dire « Ah bah non, c'est pas moi, c'est la machine ». Quoi qu'il arrive, l'entreprise, in fine, est responsable de ce que fait la machine. Qu'elle ait été mal entraînée ou pas, peu importe. Ce n'est pas le problème de la justice. Donc maintenant, si on va toujours plus loin avec l'IA, qui doit se démocratiser au grand public, donc pas seulement avec les entreprises, c'est quoi les grands freins à l'adoption ? Donc moi, je vais parler d'un angle particulier sur celui des véhicules autonomes. J'ai eu la chance de travailler avec Mercedes en Allemagne sur les véhicules autonomes et comment est-ce que les consommateurs perçoivent le niveau d'automatisation, donc c'est-à-dire le niveau de puissance de l'IA qui est derrière ces voitures-là. Alors les véhicules autonomes, ça fait très longtemps qu'on en parle. Début des années 2010, ça commence à émerger et là on voit que c'est un sujet toujours d'actualité. Mais on n'y est pas encore, aux véhicules entièrement autonomes où on s'allonge, on dort et puis la voiture vous conduit d'un point A à un point B. Donc malgré les promesses, c'est plus long que prévu. C'est plus long que prévu parce qu'en fait, vous avez plusieurs niveaux d'automatisation dans les véhicules autonomes. Vous en avez 6. De 0, en fait, c'est une vieille Peugeot 205 toute pétée, voilà, il n'y a rien d'intelligent. Jusqu'au modèle de niveau 5 qui est entièrement intelligent. Vous n'avez plus de volant, vous essayez, c'est Minority Report. Actuellement, on est plutôt sur niveau 3, niveau 4, un petit peu, suivant les pays d'automatisation. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, plus de la moitié des véhicules neufs vendus sont de niveau 2. C'est-à-dire qu'il peut vous donner des conseils sur comment mieux vous garer, peut dépasser sur l'autoroute automatiquement, etc. Le problème, c'est que même si le marché il pousse à mettre davantage d'intelligence dans les véhicules autonomes, mais les consommateurs, finalement, ils en ont assez peur de ces véhicules-là. Si on regarde la France, la partie rouge, c'est-à-dire vraiment on ne veut pas monter dedans. En France, on n'est pas très folichon. En Allemagne aussi. Moi, rappelez-vous, je travaille avec Mercedes dans un cadre partenarial. En Allemagne, c'est presque 31%, un tiers de gens qui vont dire « Ah non, jamais on monte dans un truc dedans ». Donc, il y a des enjeux, il y a des freins à lever. Il faut mieux les comprendre d'abord avant de les lever. Donc ici, on a une première étude qui ne va pas rassurer les constructeurs automobiles. C'est que plus le niveau d'automatisation augmente, plus de manière linéaire, la peur des algorithmes augmente. Voilà. On n'a pas ce qu'on appelle en économie un équilibre, une solution optimale. Quoi qu'il arrive, les gens ils vont avoir peur, c'est pas l'enjeu. Mais il y a d'autres aspects, notamment les aspects éthiques qui font peur. Là, vous avez ici un extrait de ce qu'on appelle The Moral Machine Experiment. C'est des chercheurs du MIT et de Toulouse School of Economics qui l'ont mené à l'échelle mondiale. C'est une expérimentation en ligne. Et ils ont eu énormément de répondants dans le monde entier parce qu'ils ont eu quelqu'un qui leur a fait la pub, mais de manière vraiment excellente. Vous avez Barack Obama, toujours encore président des États-Unis, qui a parlé du Moral Machine Experiment. Du coup, beaucoup de gens sont allés. Et en tant que chercheur, on aime bien avoir des données. C'est quoi The Moral Machine Experiment ? L'idée, c'est de décrire les préférences morales des gens en cas d'accident. Qui la machine doit tuer ? Quoi qu'il arrive, il y aura des morts. Mais il faut tuer, par exemple, ici les passagers ou les piétons. Sachant que c'est la même composition dans ce cas-là entre les passagers et les piétons. Vous avez 3 adultes, 2 femmes, 1 homme et 2 enfants, un garçon et une fille. Quoi qu'il arrive, il faut faire un choix. Qui il faut tuer ? Les passagers ? C'est eux qui ont acheté une voiture, ils sont coupables. Ou alors, non, ils ont acheté une voiture, normalement le constructeur doit les protéger. En fait, c'est pas évident comme réponse. Et généralement, quand je montre ça à des étudiants, ça fait réagir, je les fais jouer au Moral Machine Experiment quand on parle d'IA, et en fait, les piétons, ils passent au feu rouge, piétons. Et du coup, est-ce qu'il faut les tuer quand même ? Voilà, c'est un truc sans fin. Et en fait, en fonction de où on habite dans le monde, on n'a pas les mêmes valeurs morales. Donc l'idée, c'est pas d'être hyper normatif, de dire il faut faire ci, il faut faire ça. C'est beaucoup plus compliqué, les décisions éthiques pour une IA. Donc vous avez 3 grands clusters. Le cluster ouest, le cluster sud et le cluster est. Et en fonction de ces clusters-là, vous allez prendre des décisions différentes. Si on regarde le cluster est, par exemple, dans Sparing the Young, ils sont à 0. C'est-à-dire que dans les pays de l'Est, donc l'Asie du Sud-Est, etc., tout ce qui est jeune, ils vont les tuer. Ils vont privilégier les vieux.
Ah oui, plus d'expérience, etc. Ils ont vécu, la sagesse, les jeunes, ça va, voilà, etc. Les différentes valeurs morales. Je ne vais pas revenir sur ce papier-là, vous pouvez le lire, il est publié dans Nature. Sparing females, oula, c'est pas ouf non plus. Hein. Et à contrario, vous avez le cluster sud. Alors, cluster sud avec notamment tout ce qui est l'Amérique latine, très catholique, sauver la veuve et l'orphelin. Donc, ah oui, on sauve les enfants et on sauve aussi les femmes. Donc voilà, suivant où vous habitez dans le monde, préférence morale. Est-ce qu'il faut décider en fonction des préférences morales de tel ou tel algorithme? Est-ce que finalement, les préférences morales des gens doivent devenir une norme politique? Ça, c'est tout l'enjeu de Jean-François Bonnefond, qui est co-auteur du Moral Machine Experiment et qui est aussi au sein de l'UE en charge de cet aspect-là des décisions morales des véhicules autonomes. Et il a sorti un bouquin très intéressant de vulgarisation sur la voiture qui en savait trop et qui est très accessible. Et donc, ça parle des voitures autonomes, mais plus globalement des aspects éthiques liés à l'IA. Moi, de mon côté, je m'intéresse aussi aux véhicules autonomes. Donc là, vous avez un simulateur de véhicules autonomes de niveau 5, donc à Heilbronn. On a remporté l'année dernière un appel à projet de la fondation Dieter Schwarz. Je ne sais pas si ça vous parle, Dieter Schwarz, mais c'est quand même le mec le plus riche d'Allemagne, héritier du fondateur de Lidl, qui est né dans une petite ville qui s'appelle Heilbronn, 30 000 habitants, et qui, là, en fin de vie, décide d'en faire une smart city. Donc, il met des millions et des millions pour que cette ville de taille moyenne devienne une smart city très intelligente, des véhicules autonomes, des appartements connectés, etc. Donc, nous, dans ce cadre-là, on a remporté un appel à projet pour mieux comprendre la perception des gens dans un véhicule autonome. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on a pu tester, notamment avec Mercedes et dans une étude antérieure, la perception du niveau de confiance en fonction du niveau réel d'automatisation d'un véhicule autonome. Et là, contrairement à ce qu'on voyait avec la version algorithmique, globalement, la confiance, ici, va atteindre un équilibre. Vous aurez un maximum. Donc, niveau 0, là, Peugeot 205, toute pétée, on est à gauche. Niveau de confiance, assez bas. De toute façon, il n'y a rien d'intelligent dans cette voiture-là. Plus on va monter niveau 2, niveau 3 d'automatisation, plus la confiance va monter. Mais on voit que quand on arrive au niveau 4, niveau 5, donc plus à droite, la confiance qui aura été créée par le niveau d'automatisation est détruite. Ou, on rassure un peu les constructeurs, c'est qu'elle est détruite jusqu'à revenir à son état initial. Donc au moins, on n'a pas détruit la confiance qui était là par défaut. Donc maintenant, à charge aux constructeurs de mettre sur le marché ou non, en fonction de qu'est-ce qu'ils veulent privilégier, la confiance, la mise sur le marché de nouveaux véhicules, si oui, comment, etc. Maintenant, il est temps de conclure un peu cette première partie liée aux données et la façon dont l'IA prend des décisions à partir des données. Donc, je vous l'ai dit, les données, c'est le nerf de la guerre pour tous les grands modèles. Et ça coûte de plus en plus cher d'entraîner des modèles qui ont de plus en plus de données sur lesquelles s'entraîner. Là, vous avez en vert la population humaine et en bleu la population prédite d'internautes. Ah oui, parce que je vous ai dit, les IA, avant de s'entraîner sur nous-mêmes qui répondons, elles scrapent beaucoup de choses sur le web. Donc plus il y a d'internautes, plus il y a d'informations à récupérer sur le web. Et on voit qu'on va atteindre une asymptote et que finalement, les modèles, comme on le voit ici, qui apprennent extrêmement rapidement, ils vont avoir un manque de données. Ici, si on regarde les projections avant la fin de la décennie, les grands modèles de langue tels qu'on les connaît, alors que là, c'est révolutionnaire, entre guillemets, depuis 5-6 ans, en fait, ça va stagner très vite avant la fin de la décennie. Si on ne trouve pas un autre moyen d'entraîner, un autre type d'architecture que les modèles Transformers, etc., si on doit se focaliser que sur le pool d'informations disponibles, on va atteindre un palier dès 2028. Donc, il va falloir réfléchir à d'autres choses. Il y a ce qu'on appelle de l'apprentissage fédéré, etc. Ils essaient d'imaginer de nouvelles informations. Mais l'économie du « si c'est gratuit, c'est vous qui produisez » arrive quand même à une limite. Et donc, à charge aux entreprises de trouver une nouvelle forme d'économie si elles veulent faire tourner encore des modèles d'IA. Et en fait, les modèles d'IA, on se rend compte qu'on a beau se projeter et voir qu'il y aura une limite, en fait, ils sont déjà très limités. Quand on parle de GPT-4, en fait, GPT-4 construit sur GPT-3, qui lui-même construit sur GPT-2. Et les erreurs s'accumulent. En fait, GPT-2, quand ils ont appuyé sur le bouton, à l'époque, ça coûtait 4 millions de dollars. Ça semble dérisoire maintenant, mais à l'époque, c'était un coup de poker. Et donc, quand ils se sont rendus compte que l'entraînement, il n'avait pas bien réussi, ils n'ont pas remis d'argent dedans. Mais comme les modèles s'entraînent sur les modèles précédents, vous avez les modèles qui collapsent, qui s'effondrent
à terme. Et donc l'année dernière, vous avez GPT-4 qui commençait à devenir débile, à donner des sorties complètement basiques, fausses, ne parlait plus la bonne langue, etc. Donc ça demande de corriger toujours des modèles qui sont censés être très puissants dès maintenant, mais qui en fait sont déjà décadents. Donc si vous voulez aller plus loin sur cette IA, notamment je pense aux professionnels, sur comment est-ce que l'IA évolue, comment est-ce qu'on s'en sert au quotidien, j'ai un petit focus sur un certificat. Ça va durer 3 jours en février, du 11 au 13 février, on va passer 3 jours pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec une IA, pour quelles tâches, si oui, comment, et puis si vous reste un peu de pesos sur votre CPF, il faut en profiter. Voilà, vous aurez plus d'informations sur le site web de l'IAE, et je vous remercie pour votre attention pour cette première partie. On va enchaîner avec la présentation de Yosr et on passera à une session questions-réponses à la fin. Donc gardez vos questions, notez-les pour ne pas les oublier. Bonjour, c'est bon. Donc, bonjour tout le monde, je suis Yosr Amar et je suis doctorante à l'université Jean Moulin Lyon 3. Je suis rattachée au laboratoire Magellan et aujourd'hui je vais vous parler de l'IA durable comme enjeu stratégique pour les entreprises et les investisseurs. Pour cette présentation, je vais vous parler de plusieurs sujets, mais aussi ça va amener à des résultats d'une étude qu'on a menée avec Julien et Bertrand qui sont mes directeurs de thèse. Et donc, pour commencer, si on veut bien. Bah oui. Donc, quand on parle de l'IA, il y a une question ou un sujet qui revient très très souvent, c'est l'impact climatique de l'IA. C'est des questions qu'on s'est posées à un certain moment avec la croissance de la digitalisation, de la numérisation, et du coup, les mêmes problématiques reviennent, puisque, comme vous le savez, on vit dans un contexte où les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter d'une manière assez inquiétante, ce qui a un impact sur le climat, bien évidemment. Et donc, vous avez sûrement lu des articles de presse sous cette thématique-là. Par exemple, ici, on nous dit « Les promesses de l'IA grevées par un lourd bilan carbone. Si les gains de l'intelligence artificielle pour réduire les émissions restent hypothétiques, eh bien, les coûts énergétiques déjà importants vont devenir, eux, colossaux. » Un autre article qui nous dit « L'IA réchauffe le climat. Les émissions de carbone ont augmenté de 48% en 5 ans chez Google. » 48% en 5 ans, c'est énorme. Eh bien, ce même Google, à un certain moment, il s'est posé comme objectif d'arriver en 2030 avec un bilan carbone neutre. Donc la neutralité carbone, un horizon 2030. Ce même Google qui a vu ses émissions croître effectivement de 48% en 5 ans. Donc Google, dans son dernier rapport environnemental, donc qui fait un rapport annuel, donc en 2024, juillet 2024, pour être plus précise, Google admet, à mesure que nous intégrons l'IA dans nos produits, la réduction des émissions pourrait s'avérer difficile. Donc voilà. Là, on a Microsoft, qui est le deuxième leader mondial du cloud, qui, lui, s'est posé comme objectif d'avoir un bilan carbone négatif d'ici 2030. Eh bien, Microsoft a vu ses émissions croître de 29% entre 2020 et 2023. Donc, on voit bien que la pratique et ce qu'on déclare, eh bien, il y a quand même un sacré décalage. Et donc ça, c'est un schéma pour illustrer un peu en ordre de grandeur donc l'équivalent des émissions de CO2 en tonnes par un modèle de machine learning. Donc en haut, vous avez GPT-3. Là, vous avez d'autres modèles de machine learning.
Et en bas, vous avez bien les émissions d'un individu lambda pendant une année et un voyage, un passager, entre New York et San Francisco. Mais ce n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est vrai que les Nations Unies, là, ils nous disent l'intelligence artificielle, plus risquée que bénéfique, sans garde-fou. Ça ne concerne pas que l'impact climatique, ça concerne aussi la sécurité des données. Mais les Nations Unies nous disent aussi l'intelligence artificielle, une alliée pour le climat. Et on nous donne plusieurs exemples, comme le fait de faciliter le fait d'avoir une agriculture durable, les prévisions climatiques, enfin les prévisions météorologiques pour, en quelque sorte, prévenir et prévoir des catastrophes climatiques, etc. Et du coup, les Nations Unies, à la COP28, s'est lancé un défi, donc la COP28 qui s'est tenue en 2023, de mettre l'intelligence artificielle au service de l'action climatique dans les pays en développement. Mais on se demande, en fait, quelles actions concrètes? Comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour trouver des solutions pour s'adapter au changement climatique, etc. Donc, par exemple, Singapour utilise l'IA pour prédire les inondations et tester des infrastructures résistantes aux inondations. La ville de Lisbonne utilise l'IA pour cartographier son inventaire actuel de panneaux solaires et évaluer le potentiel d'expansion, donc pour opter pour des énergies renouvelables. Et ici, on a l'Opéra national de Lyon, qui utilise un logiciel d'IA prédictive développé par l'entreprise Equans pour suivre et contrôler sa performance énergétique et donc réduire sa consommation en énergie et donc réduire ses coûts et éventuellement réduire ses émissions en CO2. Donc là, on commence à parler de l'efficience énergétique, de l'IA pour faire de l'efficience énergétique. Quand on parle d'efficience énergétique dans le contexte de changement climatique, eh bien, on a le GIEC qui nous a dit que, à travers l'efficience énergétique, eh bien, on peut réduire les émissions mondiales en gaz à effet de serre de 40% d'ici 2050. Et donc, il y a un marché très intéressant pour les entreprises pour offrir des solutions des solutions digitales ou des logiciels de systèmes de management de l'énergie pour accompagner les entreprises et leur donner les moyens de réduire leur consommation énergétique et de contrôler, de suivre leur performance. Il n'y a pas que les entreprises qui s'intéressent à cette question-là. On a plusieurs institutions, notamment l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique. On a l'AFNOR. On a l'Organisation internationale de normalisation, donc l'ISO, qui a introduit un système de management de l'énergie, donc un standard international qui peut amener à une certification. Et donc, ces entreprises dont on a parlé tout à l'heure, qui offrent des solutions digitales, eh bien, ça, c'est un petit exemple, une illustration de ce qu'un logiciel ou un software de système de management de l'énergie peut donner comme output. Et plusieurs solutions digitales, en fait, utilisent l'IA pour faire la collecte de données, pour faire l'analyse de données et pour donner des pistes d'amélioration pour les entreprises. Donc là, on commence à voir que les entreprises commencent à s'intéresser à l'utilisation de l'IA dans le contexte de l'efficience énergétique. Mais pour avoir ces moyens financiers, ces moyens techniques, eh bien, les entreprises ont besoin d'être soutenues par différentes parties prenantes, notamment les investisseurs. Donc on se demande, est-ce que les investisseurs s'intéressent à ces problématiques de durabilité, d'efficience, etc. Donc ça nous amène à la notion des investissements durables, ou investissements verts, ou investissements responsables. Et donc ces investissements-là, ils ont vu une tendance à la croissance pendant les 15 dernières années, notamment avec la formation du coup de l'Alliance mondiale pour l'investissement durable en 2016. Et là, on voit, par exemple, ce sont des actifs sous gestion.
Ça, c'est leur taux de croissance depuis 2006 jusqu'à 2020. Et ce ne sont pas n'importe quels actifs, eh bien, ce sont des actifs qui prennent en considération les critères ESG, donc les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc, on commence à voir que les investisseurs, effectivement, eh bien, ils s'intéressent à ces questions-là. On trouve même une certaine niche d'investisseurs qu'on appelle investisseurs responsables, mais quand même, il reste une minorité par rapport aux investisseurs traditionnels qui, eux, donnent plus d'importance à la performance financière. Mais ça a du potentiel. Les organisations ou les entreprises n'ont pas que les investisseurs comme partie prenante. Elles ont aussi les institutions, les consommateurs. Et par exemple, entre investisseurs et consommateurs, eh bien, il y a des préférences différentes et des évaluations différentes de la performance d'une entreprise. Donc, si on prend les critères ESG, eh bien, une étude, c'était un papier académique, du coup, qui a été publié en 2023, qui nous a montré que les consommateurs, donc la performance d'une entreprise au niveau environnemental ou social avait un impact positif sur l'engagement des consommateurs avec l'entreprise. Alors que le critère ou la performance en gouvernance avait plutôt un impact négatif sur leur engagement. Pourquoi ? Parce qu'ils voient que ça veut dire que l'entreprise elle est peut-être un peu trop centrée sur elle-même, qu'elle va plutôt privilégier les gains, la performance financière, alors que la performance économique est plutôt environnementale et sociale, c'est ce qui intéresse les individus généralement. Mais pour les investisseurs, c'était l'inverse. La performance sociale et la performance environnementale avaient un impact négatif sur l'engagement des investisseurs vis-à-vis des organisations, parce qu'ils voyaient ça plutôt comme des coûts supplémentaires qui ne ramenaient pas énormément de profit, on va dire. Donc là, on voit que c'est un peu compliqué pour les organisations de naviguer ces différences entre investisseurs, entre consommateurs. Et voilà, dans une même population de parties prenantes, donc les investisseurs, déjà, on a pas mal de nuances. Et donc, il y a des arbitrages à faire. Quand une entreprise va présenter sa stratégie ou va communiquer avec des investisseurs, est-ce qu'elle doit plutôt privilégier le fait qu'elle donne de l'importance à des soucis environnementaux ou bien plutôt des soucis financiers? Et donc, par exemple, pour une démarche d'efficience énergétique, est-ce qu'elle va plutôt privilégier l'aspect réduction d'émissions de CO2, donc les motivations environnementales, ou bien l'aspect réduction de coûts, réduction de consommation d'énergie, donc réduction de coûts, donc les motivations financières? Et donc, nous, on s'est posé la question, comment est-ce que les investisseurs vont évaluer l'efficience énergétique d'une entreprise et quel est l'impact de cette évaluation sur leur volonté d'investir dans cette entreprise, donc en fonction de sa stratégie. Donc, on a fait des expérimentations. La première, c'est pour voir la perception de l'efficience énergétique. Et on a mis des investisseurs dans 2 scénarios différents. Le premier, une entreprise qui communique sa stratégie de management de l'énergie et qui dit qu'elle fait ça en fait pour réduire ses émissions de CO2. Dans le deuxième scénario, elle dit qu'elle fait sa stratégie d'efficience énergétique pour réduire ses coûts financiers. Et donc là, on veut voir si les investisseurs seraient enclins à investir dans cette entreprise selon ses motivations. Et après, on va voir si cela se fait en fait en fonction de leur perception de à quel point le système ou la stratégie de management de l'énergie de l'entreprise est-elle efficiente. Donc, on a fait, on a pris un échantillon de 300 investisseurs basés aux US, avec une moyenne d'âge de 38 ans, et on les a mis dans ces situations-là. Et donc, on a trouvé en fait que le fait d'avoir une motivation environnementale, c'est-à-dire vouloir réduire ses émissions de CO2, eh bien, ça avait un impact négatif sur la volonté d'investissement pour les investisseurs.
Et en intégrant le médiateur qui est l'efficience perçue, on a vu que l'efficience perçue était plus importante lorsque les motivations étaient de réduire les coûts par rapport au fait de vouloir réduire les émissions de CO2. Donc là, on voit déjà que les investisseurs donnent plus d'importance à la réduction de coûts que la réduction d'émissions de CO2, même pour l'efficience énergétique. Donc voilà, on a trouvé du coup des relations négatives. Et donc là, on a voulu rajouter un autre paramètre qui est l'implémentation d'IA. Donc comment est-ce que cette entreprise est en train d'implémenter, de mettre en place son système de management de l'énergie, quel type de technologie. Donc là, on parle d'IA qui est déjà efficiente, donc une IA qui est déjà conçue pour consommer moins, pour émettre moins de CO2, versus une IA qui est une IA standard. On ne donne pas de détails sur son impact environnemental ou sur sa consommation, mais cette IA-là, elle va servir l'entreprise ou l'organisation comme outil pour faire de l'efficience énergétique, pour réduire ses consommations. Donc, pour être un peu plus clair, on a un petit exemple d'IA efficiente, dite IA verte ou IA efficiente. Orange a développé un outil pour limiter l'empreinte carbone de l'IA. Donc, ils ont développé des modèles qui consomment moins. Mais là, on nous dit on peut ainsi réduire considérablement la puissance de calcul nécessaire à l'usage et donc la consommation en énergie en proportion pour une baisse de performance ce qu'ils ont appelé student models inférieure à 10%. Donc, cette IA, elle est plus responsable, plus verte, mais sa performance, quand même, elle est inférieure à la performance d'une IA normale. Donc, il y a aussi des arbitrages à faire en termes de performance de l'IA. Pour prendre un exemple d'une IA qui est implémentée ou qui sert comme outil pour faire l'efficience énergétique, on a Engie, qui a développé du coup une solution de pilotage énergétique basée sur l'intelligence artificielle, donc pour réduire les consommations d'énergie des bâtiments. Donc on a fait l'expérimentation avec 300 investisseurs basés aux US et on a trouvé que si on utilise une IA efficiente et que le but est de réduire les émissions de CO2, ça augmente la perception de l'efficience énergétique. Quand on utilise de l'IA pour faire de l'efficience, il n'y avait pas vraiment un impact. Donc les investisseurs perçoivent une efficience énergétique plus importante quand les entreprises utilisent une IA efficiente si elles veulent réduire leurs émissions de CO2. Là, on va rajouter un autre paramètre, mais pas en même temps. Donc, on oublie l'IA. Là, on va prendre la redevabilité. Donc, la redevabilité des entreprises, soit une redevabilité interne ou externe, ça veut dire, en fait, l'entreprise va rendre compte à qui? Si c'est une redevabilité externe, on a opérationnalisé ça avec la certification ISO 50001. Donc, une entreprise qui se fait certifier, elle répond à des exigences d'un standard bien précis, elle suit des lignes directrices bien fixes et elle se fait certifier. Une redevabilité interne, l'entreprise va suivre ses propres standards et ses propres normes, en quelque sorte, internes, en termes de performance énergétique. Donc, l'ISO 50001, c'est quoi déjà, la certification? C'est un système de management de l'énergie. Ce sont des lignes directrices avec des pistes d'amélioration, avec des actions à mener que les entreprises vont implémenter et qu'à un certain moment, il va y avoir un expert en énergie ou un auditeur qui va venir évaluer l'implémentation de ce système dans l'entreprise et voir si l'entreprise implémente réellement et si elle peut se faire certifier. Donc là, ça donne un tampon, donc une preuve que cette entreprise-là, elle est en train d'améliorer sa performance énergétique. Donc, pour l'ISO 50001, déjà, il y a
plusieurs raisons, plusieurs motivations pour les entreprises pour adopter cette norme qui vont de répondre aux exigences réglementaires jusqu'au prix carbone. Les bénéfices que peuvent en tirer les entreprises aussi peuvent aller de juste l'identification de gisements d'économie, donc c'est le principe de la norme, jusqu'à un atout sur les places boursières. Donc, quand on a fait l'expérimentation avec 300 investisseurs basés aux US, on a trouvé que quand l'entreprise a une certification, ça n'a pas réellement d'impact sur la perception de l'efficience énergétique. Mais si l'entreprise suit ses propres normes en interne, eh bien, l'efficience perçue elle est plus importante quand on a des motivations financières, donc des motivations pour faire des réductions de coûts. Donc là, on voit que la certification toute seule n'apporte pas grand-chose en termes de perception d'efficience énergétique, selon bien sûr les motivations financières ou environnementales. Donc on s'est dit, en combinant du coup les deux paramètres, la redevabilité et l'implémentation de l'IA, qu'est-ce que ça peut nous donner? Est-ce que ça peut nous donner des combinaisons intéressantes pour les entreprises pour faire en sorte que les investisseurs perçoivent une efficience énergétique importante et du coup veulent investir dans une entreprise. Donc là, on a fait l'expérimentation avec 600 investisseurs. Et ce qu'on a trouvé, c'est que lorsqu'on a une certification et qu'on implémente une IA efficiente, eh bien, c'est plus intéressant de parler de motivation, d'opter pour des motivations financières, de réduction de coûts. Et lorsqu'on utilise une IA qui est faite pour faire de l'efficience énergétique et qu'on a aussi la certification, eh bien, les motivations environnementales, c'est elles qui sont plus intéressantes. Et du coup, là, c'est le cas pour l'absence de certification, et donc c'est l'inverse. Donc, pour conclure, quand une entreprise adopte une stratégie de management de l'énergie pour réduire son impact environnemental, elle doit implémenter une IA efficiente en énergie en suivant des standards internes. Et dans l'autre cas, quand une entreprise adopte une stratégie de management de l'énergie pour réduire ses coûts financiers, elle doit implémenter une IA pour faire de l'efficience énergétique accompagnée de la certification ISO 50001. Donc voilà, c'était toute la partie très très moche de la recherche. Et donc, pour boucler la boucle, on va dire, eh bien, on voit que cet outil-là, un système de management de l'énergie qui utilise l'IA, eh bien, ça peut avoir plusieurs implications pour l'entreprise, pour ses investisseurs, en termes de communication sur en fait, les motivations ou les buts de faire de l'efficience énergétique et comment est-ce qu'on peut, en quelque sorte, adopter nos stratégies pour attirer des investisseurs qui ont aussi différentes perceptions. Voilà, merci beaucoup. On peut peut-être passer à une question de session, question de fin de la journée quand même. Une session de questions-réponses. Moi, j'ai commencé ma journée à 8h, là, ça va faire 12h. Là. Alors, est-ce qu'il y a des questionnements? Oui. Oh. Laurent, je ne sais pas si tu peux prendre un. Normalement, le micro est ouvert. Bonsoir et merci vraiment pour ces deux exposés qui sont absolument magnifiques. Moi, c'était peut-être plus une réflexion qu'une question sur donc, le sujet de la thèse. Là, vous êtes penché du point de vue des investisseurs, enfin, en tout cas en US. En Europe, on a ce qu'on appelle la CSRD, on parle de l'ESG, etc. On est là-dedans. Et à votre avis, est-ce qu'on aurait le même type de résultat? Ou est-ce que culturellement, on n'a pas la même façon de voir les choses?
Alors c'est sûr qu'il y a un contexte culturel et un contexte réglementaire aussi qui est différent entre l'Europe et les US. Donc ça pourrait effectivement avoir un impact sur les résultats qui pourraient être différents. Et donc ça fait partie un peu de la recherche, c'est que parfois on peut avoir des résultats mais qui ne sont pas forcément généralisables à tous les contextes. Et donc c'est une voie de recherche future qui peut être faite effectivement de voir ça dans un contexte différent, un contexte européen. Et donc, on pourrait voir effectivement des différences entre les investisseurs en Europe et les investisseurs aux US. Parce que déjà, la conscience environnementale, elle est quand même assez différente entre les deux pays ou les deux régions, on va dire. Donc, c'est... D'autres questions? Bonsoir. Merci pour ces deux exposés. Moi, j'ai une question sur l'IA. Vous parlez dans un premier temps d'interface photo et autres. Je voudrais savoir si par la suite, il y aura une fusion des deux, où il y aura un seul IA qui pourrait faire la totalité, du moins. Je ne sais pas si vous comprenez la question. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une IA multimodale. Une IA qui peut générer, comprendre du texte, générer, comprendre des images, générer, comprendre des vidéos, de l'audio, etc. Et c'est le gros enjeu des grands modèles de langue, c'est d'aller vers du multimodal. On y est déjà pour certains modèles. Par exemple, DALL-E, qui pour génération d'images est intégré dans ChatGPT. Et Llama, le modèle Llama, donc le modèle de Meta, la prochaine version sera multimodale également. Par contre, c'est quoi l'enjeu du multimodal niveau réglementaire? Vous avez l'AI Act qui a décidé. Si vous regardez dans le texte, vous avez des paramètres qui sont écrits en dur. Il ne faut pas que ça passe telle taille en termes de paramètres pour un grand modèle d'IA. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ce qu'on pensait il y a 3-4 ans comme étant inatteignable d'ici 10-15 ans, en fait, on y est presque déjà. Et le prochain modèle multimodal de Meta, donc de Facebook, il atteint déjà ce seuil-là. Et donc, en fait, Meta essaye de faire du lobbying a posteriori sur l'AI Act en faisant du chantage que, écoutez, si vous gardez cette loi-là, nous, on ne va pas déployer notre grand modèle à l'avenir et vous ne l'aurez pas en Europe. Voilà, ce sera juste pour le reste du monde. Donc, en fait, on y est dans ces grands modèles-là, sauf que l'UE, il met un frein. Voilà, est-ce que nous, on pourra l'utiliser? On verra. Ça dépendra de ce chantage, de ce bras de fer au niveau de l'Union européenne. Merci. J'ai encore une question. On voit à un moment dans un de vos diapos que l'IA dépasse l'humain avec votre courbe à 0. Donc aujourd'hui, on est dépassé, c'est ce que je comprends. Sur certaines tâches précises. Donc en gros, l'idée, c'est vraiment de montrer que des tâches particulières, l'IA dépasse l'humain. Nous, en marketing, on y est encore sur... c'est d'abord peut-être un humain qui regarde, puis ensuite l'IA qui améliore, etc. Si vous allez en médecine, c'est le monde à l'envers. C'est quoi qu'il arrive, c'est l'IA qui va faire le truc de base. Vous allez faire une radio, c'est l'IA qui l'analyse. Et ensuite, vous avez quand même une petite case, il y a un humain qui l'a regardé. Donc en fait, l'IA, pour des tâches particulières, peut être plus performante que l'humain. La grande question quand même derrière, c'est est-ce que finalement... c'est Skynet derrière. Est-ce que Terminator arrive et l'IA va tuer les humains, remplacer les humains, être plus performants partout en général? C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, AGI en anglais. On n'y est pas du tout parce qu'en fait, les modèles qu'on utilise actuellement, je vous ai parlé de milieu des années 2010, ce qui est à la mode maintenant, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, leur architecture, c'est un modèle autorégressif. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller au-delà de ce qu'on lui met en entrée. Et donc, cette architecture particulière des réseaux de neurones empêche toute intelligence artificielle générale. Donc, à partir du moment où on est toujours sur ces modèles-là, pour l'ensemble des tâches humaines, l'IA ne sera jamais meilleure. Je ne veux pas faire un crackpot LinkedIn en disant que jamais l'IA ne va nous dépasser. Je ne dis pas ça. Je dis qu'actuellement, il n'y a rien qui permet de dire que l'IA pourra nous dépasser avec les architectures présentes.
Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour toute votre présentation. Moi j'avais une question, c'était plutôt concernant le fait que nos data puissent être comme ça scrappées en ligne pour entraîner des modèles de données. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, si on héberge des données sensibles sur Internet, on a un moyen de se prémunir de ça, d'éviter que nos données finissent par entraîner des modèles de langage comme ChatGPT? Alors, tant qu'elles ne sont pas, entre guillemets, en ligne, si elles sont stockées, vous êtes sauvés. Hein. Ok. Mais par exemple, si on prend des cas, c'est pas parce que les données sont en ligne qu'elles sont libres de droit. C'est pas parce qu'elles sont en ligne qu'on peut les scraper. Par exemple, pour entraîner des modèles de prédiction de satisfaction client en scrapant les données de TripAdvisor, bah, normalement c'est illégal. Hein. Si vous regardez les conditions générales d'utilisation, c'est illégal. C'est public, enfin c'est en ligne, mais c'est pas légal de scraper. Et donc, en fait, on était sur une économie du web assez... si c'est gratuit, c'est vous le produit, au sens où c'est gratuit en ligne parce qu'on vous fait de la pub derrière. Et donc, nous, on se rémunère par la pub. Et vous avez accès à notre contenu gratuitement. Et comme, en fait, toutes les IA sont en train de récupérer, de profiter de cette économie-là, le web est en train de se fermer. Donc, vous avez, par exemple, Twitter. Avant, tout ce qui est marketing, social listening, c'est-à-dire écouter en temps réel qu'est-ce qui est dit sur telle marque, etc. L'API Twitter, elle n'était pas très chère. Hein. On pouvait y accéder en tant que marque et récupérer en temps réel ce qui est dit sur un hashtag, une mention, un machin. Maintenant, c'est fermé. Il faut payer extrêmement cher pour accéder à Twitter. Et donc, en fait, Twitter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré toutes les données qui ont été postées chez eux et Musk en a fait un grand modèle de langue qui s'appelle Grok, qui est très peu censuré. Donc, si jamais vous trouvez que ChatGPT censure au niveau de la génération visuelle, allez sur Grok. Hein. Là, il n'y a aucune censure. Vous allez avoir des trucs un peu surprenants. Pareil, Reddit, qui est quand même le plus grand forum au niveau mondial où plein de choses s'échangent, c'était ouvert. L'API, elle était vraiment pas très chère. Hein. Ce qu'il y a, c'est que tout le monde utilisait Reddit pour entraîner des IA. Et donc, Reddit est passé maintenant en mode fermé. L'API, elle coûte à l'année 2 millions de dollars si on veut accéder aux données qui sont en ligne de Reddit. Parce que justement, c'est parce que c'est sur le web que ça entraîne des IA et ça coûte pas très cher. Donc le web est en train de se fermer. Donc si les données sont stockées juste chez vous, normalement ça va. Mais même les données qui sont en ligne vont être de plus en plus protégées derrière des paywalls, des comptes, etc. du fait de ce vampirisme des entreprises qui développent des IA. Et du coup, question secondaire, si on retourne un peu le problème, si on est maintenant à la place d'une entreprise qui souhaite utiliser des modèles de langage comme ChatGPT, et qui du coup va faire passer des datas qui lui appartiennent dans ce modèle de langage, est-ce que forcément nos données vont être utilisées pour entraîner ce modèle? Est-ce qu'il y a un moyen pour être un peu RGPD compliance, tout ça? Bon, j'espère que vous mettez aucune donnée sensible dans ChatGPT. Tout ce que vous écrivez dans ChatGPT appartient à OpenAI. Et appartient non seulement à OpenAI, mais aussi fait partie du jeu d'entraînement de ChatGPT. Donc, je prends un exemple. Quand ChatGPT est sorti, donc il y a maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans en fait, vous avez les ingénieurs de chez Samsung. Le code en fait informatique, c'est du texte dont les IA génératives textuelles, elles savent traiter du code ou générer du code. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis du code propriétaire de Samsung dans ChatGPT. Sauf que c'est très bête parce que ce code propriétaire, donc quand même protégé, sécurisé, veille concurrentielle, tout ça, il est sorti quelque part d'autre dans le monde parce qu'en fait, ça faisait partie du jeu d'entraînement. Donc tout ce que vous mettez sur ChatGPT peut ressortir n'importe où, auprès de n'importe qui. Donc là, c'est ce qu'on appelle une version propriétaire. C'est un modèle qui appartient à une entreprise et tout ce qui est fait dans le cloud appartient maintenant à l'entreprise, que ce soit les données ou l'utilisation qui est faite de son logiciel. Et à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle des modèles ouverts. Donc par exemple, Meta développe des modèles ouverts avec le modèle Llama, qui est extrêmement puissant. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser un modèle ouvert? Soit vous avez quelqu'un d'entreprise qui sait écrire du Python, voilà. Soit vous utilisez aussi une interface façon chatbot. En fait, vous pouvez télécharger un grand modèle de langue en local. Si vous utilisez une version miniaturisée de Llama 3, par exemple, c'est 4 gigas sur votre ordinateur portable. Donc, vous pouvez faire tourner un grand modèle de langue en local avec une interface chatbot. Donc, vous avez plusieurs interfaces chatbot, GPT-4All, LM Studio. Voilà, ce sont des exemples d'une interface chatbot. Et vous avez juste à sélectionner quel type de grand modèle de langue vous voulez. Il va le télécharger pour vous gratuitement en local. Et tout ce que vous allez faire va juste rester sur votre ordinateur. Donc voilà, les grands modèles de langue ouverts. Et si vous ne savez pas rédiger du code, il y a des interfaces pour les faire tourner quand même.
Merci beaucoup. Bonsoir. Alors moi, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que dans vos modèles prédictifs, vous intégrez le fait qu'il y a une pénurie annoncée de cuivre, qui est quand même un matériel indispensable à la production de serveurs et de la plupart des devices qu'on utilise pour se connecter et utiliser des ressources numériques. Et ma deuxième question, en fait, j'ai cru comprendre dans votre première intervention que l'intelligence artificielle, finalement, allait s'effondrer du point de vue de la faiblesse de ces modèles cognitifs. Et dans la deuxième intervention, on conseille quand même aux entreprises d'utiliser des IA efficientes pour lever des fonds dans le but de faire du management environnemental de l'énergie. Alors pour moi, il y a une petite... il y a quelque chose d'assez contre-intuitif, en fait, dans ces deux propositions. Donc, j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. Sur la première partie de la question, sur l'utilisation d'autres données complémentaires dans la prédiction des développements de l'IA, donc moi, j'ai réutilisé plutôt des prédictions faites par des informaticiens basées sur le pool de données accessible. Mais oui, il y a des gros enjeux d'accès, notamment aux métaux rares, etc., et des métaux pas rares hein, même, qui vont limiter l'utilisation de ces données-là, donc qui vont amener à des tensions géopolitiques, ça c'est certain. Sur la deuxième partie, en fait, elle n'est pas tant en contradiction, parce que moi j'ai fait un focus purement sur les IA génératives textuelles, alors que dans la partie de IOS, on était plutôt sur des modèles de machine learning assez traditionnels, et donc faire de l'analyse de prédiction avec ce qu'on appelle des arbres de classification, etc. C'est des modèles à l'ancienne et eux, ils ne sont pas impactés par le travail externalisé des humains. Ce n'est pas une IA générative. C'est une bonne vieille IA façon apprentissage automatique, voilà, qui dépense de l'énergie, mais qui ne dépend pas autant de l'humain et de son surentraînement par les anciens modèles pour tourner. Donc évidemment, il y a eu un biais dans la présentation. Hein. C'est vraiment l'IA connue par le grand public, donc l'IA textuelle, voilà, pour aller très vite. Mais c'est vrai que quand j'explique à mes étudiants qu'en fait, même si vous êtes en marketing digital, comment est-ce qu'on fait du lead scoring, c'est de l'IA à l'ancienne, hein, arbre de décision, entraînement, prédiction, random forest. Et ça reste performant, il n'y a aucun souci. Et juste aussi, dans la deuxième présentation, on n'est pas forcément en train de recommander aux entreprises d'utiliser l'IA pour faire de l'efficience énergétique, mais plutôt d'apporter des éléments de réponse aux entreprises qui utilisent l'IA ou qui souhaitent le faire, en fait, d'apporter des éléments de réponse sur comment tirer en quelque sorte le bénéfice de ces outils-là, parce qu'elles sont là, elles sont de plus en plus utilisées. Et donc, c'est vraiment d'apporter des éléments de réponse, mais pas forcément de recommander de les utiliser. Après, c'est aux entreprises ou aux décideurs ou qui que ce soit d'en faire ce qu'ils veulent. Ok, bonsoir. Je vais poser ma question. Excusez-moi déjà, merci pour votre présentation. Pour ma question un peu trop académique, je voudrais revenir un peu sur la présentation que vous avez faite sur l'étude des voitures automatiques. Alors, vous avez présenté deux estimations. La première qui donnait une régression linéaire et puis la deuxième qui traduisait un peu le manque de confiance qu'on avait à un certain moment donné qui se ressortait un pic au-delà duquel la confiance diminue. Alors, je voudrais dire, si on rentrait un peu dans une analyse un peu, on va dire, style expérimentation intra-sujet, c'est-à-dire on va considérer la temporalité, est-ce que ce pic-là, ce taux optimal, ne va plutôt pas se transformer comme une régression linéaire du fait déjà que du pouvoir très puissant des IA et des GAFA de la Silicon Valley dans nos habitudes, qui font en sorte que le critère confiance va finalement dans le temps se confondre avec le critère culture. C'est-à-dire il va rentrer dans nos habitudes et puis le problème de confiance ne va plus se poser, ça devient juste une habitude naturelle. Est-ce qu'on ne va pas retomber sur une régression linéaire dans le temps? Merci.
Je vous remercie pour votre question. Je vois qu'on arrive sur des termes très techniques. Expérimentation intra-sujet, je ne suis pas sûr que tout le monde est capté dans la salle. En gros, c'est quoi une expérimentation intra-sujet? C'est voir l'évolution des perceptions, des comportements au cours du temps d'un même groupe de répondants, notamment. Alors, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on a fait. C'était une expérimentation intra-sujet. Donc, c'est-à-dire, on avait pris les mêmes répondants qui n'ont jamais testé de véhicule autonome. Ensuite, on avait Mercedes qui nous avait gentiment prêté un véhicule à 200 000 euros, qui était de niveau 2. Et donc, on a mesuré avant l'utilisation du véhicule, après l'utilisation du véhicule. Donc, on a déjà 2 temps de mesure. Et ensuite, on avait un simulateur de véhicule autonome de niveau 5 pour essayer, parce que c'est illégal, le niveau 5 actuellement. Donc, on est sur une démarche de prospection. Voir comment est-ce que les gens réagissent dans un environnement entièrement automatisé. Donc là, effectivement, on avait un design intra-sujet, c'est-à-dire c'est les mêmes groupes de répondants et on voit leur évolution de la perception de confiance au fur et à mesure de leur interaction avec une IA de plus en plus puissante. Mais là, on est encore à un instant T. Donc ça, c'est un travail de prospection. C'est actuellement, si on mettait sur le marché niveau 5, voilà comment le public réagirait, parce qu'évidemment, ça se fait de manière graduelle. On a d'abord tous conduit une voiture pas ouf, puis elle fait des trucs un peu autonomes, et après, il y a la promesse de Minority Report. Donc c'est quelque chose de graduel. Mais là, vous avez raison, c'est que finalement, la temporalité était assez courte. On parlait de quelques semaines, et c'est pas à l'échelle du marché, c'est pas assez réaliste. Donc, au cours du temps, ça fait partie des hypothèses que finalement, tout ça va se régulariser, que les gens vont être de plus en plus habitués et que finalement, ce qui semblait être une destruction de confiance va potentiellement s'aplatir et rester stagnante, on verra, voire potentiellement rentrer de manière linéaire, comme c'était le cas pour la version algorithmique. Mais là, c'est là où, en tant que chercheur, je ne vais pas me prononcer sur l'avenir. Ça, c'est le travail des managers auxquels je restitue ces résultats-là. Mais c'est une hypothèse de travail. Tout d'abord, merci pour votre présentation. Moi, ma question, c'est est-ce que la stagnation que vous annoncez donc, dans le développement des LLM, est-ce que c'est une aubaine pour mieux maîtriser ces outils? Alors, c'est quoi la mode actuellement des grands modèles de langue? C'est pas en vrai, là on va parler des plus grands, des modèles multimodaux, etc. Mais en fait, c'est plus tellement ça l'enjeu. On sait comment aller vers de plus en plus de puissance en prenant de plus en plus de données, etc. L'enjeu, ça va être ce qu'on appelle les modèles quantisés ou quantifiés en français. C'est des petits modèles qui peuvent tourner sur une montre connectée, sur un smartphone, sans qu'ils soient à chaque fois connectés sur le cloud. Et donc, on va vers de plus en plus vers la réduction des modèles et des modèles qu'on réduit. Donc, tout comme on a besoin de modèles qui soient efficients énergétiquement, en fait, comme on a vu dans le cas de la présentation de Yost, Orange qui fait des modèles efficients énergétiquement, ça réduit leur performance. De même, en termes de puissance, on aura besoin d'avoir des modèles moins puissants pour qu'ils puissent tourner en local, ce qu'on appelle sur des systèmes embarqués. Mais pour quel manque de performance, voilà, c'est la question. La Mistral, donc entreprise française, Cocorico, mais moins, parce que quand même il y a Microsoft qui a mis des milliards dedans, donc, alors qu'ils développaient des modèles ouverts, maintenant ils développent des modèles fermés. Mistral a sorti cette semaine un petit modèle miniaturisé, extrêmement performant comparé aux autres concurrents en petits modèles de langue. Donc on va de plus en plus vers ce genre-là. Des petits modèles qui s'agencent entre eux. Donc on va plutôt vers quels sont les petits modèles qu'on va assembler pour atteindre une tâche donnée, plutôt qu'un gros truc qui fait tout et que personne n'en veut. Merci. Écoutez, merci beaucoup. On peut encore applaudir.